Donc bienvenue à toutes et à tous à la mairie du 14e arrondissement de Paris, ce vendredi qui est une journée bien chargée pour vous, et je suis vraiment ravi de vous accueillir au sein de notre belle mairie dans le cadre du mois parisien pour le handicap, et principalement sur la thématique de l'emploi ce soir. Est-ce que ça va au niveau du son ? Bon, parfait, très bien. Donc moi je suis Jérôme Marchand. Je suis conseiller d'arrondissement. J'ai 3 délégations, l'économie sociale et solidaire, l'emploi et le développement économique. Donc je suis ici principalement pour parler de l'emploi, puisque c'était la thématique de cette journée. Avant toute chose, je voudrais faire des remerciements. Remercier bien sûr tous ceux qui sont présents, mesdames et messieurs qui représentaient notamment le comité local pour le handicap du 14e arrondissement. Je voudrais remercier également toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans Paris et en particulier dans le 14e pour déployer des actions en faveur des personnes en situation de handicap. Merci aussi à toutes les intervenantes, qu'elles soient bénévoles ou professionnelles de cette journée. Et puis bien sûr, je voudrais remercier Catherine Chevalier qui vous prie par mon intermédiaire de bien vouloir excuser son absence ce soir. Et qui m'a associé, et j'en suis très heureux, puisque je suis concerné par bien évidemment la problématique de l'emploi pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap. C'est un sujet solidaire, c'est un sujet qui donne du sens à mon quotidien en tant qu'élu. Et à votre avis, qu'est-ce qui a déclenché mon intérêt pour les personnes en situation de handicap ? Eh bien, je vais vous le raconter. Ça se résume en une histoire. C'était il y a 10 ans, au cours d'un jeu d'entreprise, dans une société qui était spécialisée dans la formation professionnelle. Dans ce genre d'établissement, on aime bien mettre les gens en compétition. Alors, on forme 2 équipes de 5 personnes, et puis on leur demande de réussir 2 énigmes dans un temps limité. Et ça, c'est un grand classique de la formation professionnelle. Ce qui était un peu moins classique, c'était l'exercice qu'on nous a proposé de faire. Ce qui est moins classique, c'est que chaque équipe était composée d'un équipier valide, qui était donc dans l'équipe, accompagné de 4 personnes, qui chacune était en situation de handicap, virtuellement bien évidemment. Donc chaque équipier était affublé d'un handicap. Celui qui représentait la communauté sourde et malentendante était avec des boules quies. Celui qui ne pouvait pas parler, muet, il y avait un bâillon sur la bouche. Les malvoyants et les aveugles étaient représentés par quelqu'un qui avait un bandeau sur les yeux. Et pour les personnes qui étaient atteintes de paraplégie, ils avaient les jambes liées. Très particulier comme exercice, je peux vous dire, très surprenant. Et à votre avis, quel était mon rôle dans cette équipe ? Quel handicap m'avait-on affublé ? J'étais le sourd. Voilà, j'étais le sourd, donc j'avais des boules quies dans les oreilles. C'était un moment assez étrange à vivre. Je l'avais déjà expérimenté pour avoir monté dans les années 2000 une chaîne de télévision pour les sourds et les malentendants, qui s'appelait Télévision sous-titrée. Certains en ont peut-être entendu parler. Mais là, c'était un autre exercice. C'était véritablement un exercice de compétition entre 2 équipes. Alors, la première mauvaise surprise, c'est quand la personne valide a lu les consignes et les règles du jeu. Parce que tout le monde m'a oublié. Moi, j'entendais rien, mais ça ne se voyait pas. Et je me retrouve à suivre l'équipe dans une pièce sans comprendre l'objectif de l'exercice. Alors, il y a plein d'objets à notre disposition. Et on devait faire passer des billes au-dessus d'un obstacle. Comme je suis bricoleur, je comprends qu'il faut construire une grue avec des bambous, des bouts de ficelle, des gobelets. Sauf que la deuxième mauvaise surprise, c'est comme j'ai perdu l'audition, virtuellement bien sûr, mais vraiment j'entendais rien, j'ai aussi perdu psychologiquement la capacité de m'exprimer verbalement. Donc, plutôt que d'expliquer ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais compris, j'ai commencé à mimer
Et c'était très compliqué pour mes collaborateurs et collaboratrices de comprendre ce que j'avais envie de faire avec ces bambous, ces bouts de ficelle et ces gobelets. Bon, je vous rassure, on a gagné l'épreuve. Mais là, on entre dans une deuxième pièce, et par terre, il y a un quadrillage qui est assez grand, 8 cases de côté dans la longueur, 8 cases de côté dans la largeur. Et là, c'est un challenge qui est plus compliqué, parce qu'on va demander à chacun des candidats de l'équipe de franchir le quadrillage d'une manière différente. Mais qu'est-ce que ça veut dire différent? Et là, il s'est avéré qu'on a eu une révélation. La personne qui avait un bandeau sur les yeux, donc qui était aveugle, nous a demandé « Mais vous pouvez me décrire la pièce, la scène, s'il vous plaît ?» Et là, c'est son super pouvoir qui est intervenu. La solution, c'est lui qui l'avait. Est-ce qu'à votre avis, vous avez une idée de ce qu'il allait proposer? Eh bien, dans sa tête, alors qu'il avait les yeux bandés, il avait vu un plateau de jeu d'échecs. Et c'était ça, en fait, la résolution de l'énigme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? 2 équipiers vont porter la personne qui était paraplégique en diagonale, comme un fou, sur une pièce, comme un fou sur un échiquier. Moi, je vais traverser comme le cavalier en faisant 2 pas en avant et 1 pas sur le côté, jusqu'en arrivant au bout. Et puis le dernier va avancer tout droit, comme une tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet exemple? C'est que celui qui détient la solution, c'est peut-être celui qu'on a regardé avec indifférence ou qu'on n'a pas considéré en fait. Sauf qu'on a tous des super pouvoirs. Et dans notre arrondissement, il y a plein de gens qui ont des bonnes volontés, qui ont des super pouvoirs. Alors évidemment, je ne pourrais pas tous les citer. Je vais juste citer deux établissements qui m'ont principalement marqué ces derniers temps parce que je déambule beaucoup dans le 14e arrondissement. C'est, comme je suis gourmand, mon amie Karine Ders qui a ouvert une fabrique de chocolat, Mon Jardin Chocolaté, et qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Et puis, il y a 10 jours, j'ai rencontré une femme assez extraordinaire. C'est Madame Ayet Louail, qui dirige le magasin de vêtements Un regard pour toi. Et j'ai été très ému de voir que toutes les étiquettes étaient en braille. Elle a gagné d'ailleurs le prix de l'économie sociale et solidaire en 2017. Donc en conclusion de mon intervention, je voudrais juste vous dire que vous pouvez être assurés que je vais faire tout mon possible avec tous les moyens dont je dispose et les personnes qui sont autour de moi pour faire en sorte que les personnes qui sont en situation de handicap soient considérées comme des personnes qui ont des super pouvoirs. Et de faire en sorte que ces super pouvoirs, on les valorise auprès des personnes valides et auprès de ceux qui permettent d'obtenir un emploi. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Et je vais passer donc la parole à Paulin. Merci beaucoup. Eh bien, merci M. Marchand pour cette clôture qui me permet en fait de débuter la dernière partie de cette journée consacrée à l'emploi du mois parisien du handicap. Alors, je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Paulin Roy, j'ai 36 ans. Je suis chargé d'affaires à la direction générale de la puissance civile dans le domaine du transport aérien. Je suis membre du conseil local du handicap du 14e arrondissement et c'est à ce titre que l'on m'a demandé d'intervenir ce soir. Ce que je voudrais dire, je fais juste une petite parenthèse pour dire tout à l'heure, cet après-midi qui était riche en intervenants, cet après-midi il y avait, j'ai eu l'opportunité, la chance de retrouver une amie qui est de mon association, de l'association de la maladie dont je suis administrateur, la FAF. Je parle d'Anne-Lise Chabert, qui est reconnue par tous, par toutes et tous pour ses qualités, et j'en profite pour la remercier
parce que je suppose qu'elle regarde la clôture de chez elle. Voilà. Donc cette journée consacrée, cet après-midi, pardon, consacrée au handicap était très importante, très riche, comme vous l'avez pu voir, avec des gens hautement qualifiés. Nous allons passer ce soir plutôt à une partie témoignage et nous allons passer donc sans transition. Nous allons maintenant accueillir Oriane Pascal. Alors Oriane, je l'ai découverte un petit peu avant, très énergique, très positive. Elle va venir nous parler de l'hypersensibilité, de l'incompréhension à la compétence professionnelle. Voilà. Donc Oriane est coach en développement professionnel et consultante aux ressources humaines. Voilà. Ben, 1, 2, 1, 2. Très bien. L'hypersensibilité. Souvent pris à tort pour de la sensiblerie. Jeune, j'entendais trop souvent dire « tu prends trop les choses à cœur, tu es susceptible, tu es capricieux, tu pleures trop souvent, tu ne supportes rien ». Et c'est pas faux. Nos sens sont souvent exacerbés. L'ouïe, l'odorat, le toucher, les sentiments, les émotions. Cette surefficience peut apparaître au regard de l'entreprise comme une bizarrerie, une étrangeté, un frein à la rentabilité. Plus que jamais, à l'heure de la production effrénée et de la consommation de masse, dans un monde mécaniste et déshumanisé, l'hypersensible offre une nouvelle alternative, un nouveau souffle, un réenchantement devient possible pour l'entreprise en vue de bâtir une société plus humaine et plus inclusive. Je finirai cette introduction par une citation de Charlie Chaplin qui dit « On pense trop et on ressent trop peu. Plus que des machines, on a besoin d'humanité. Plus que d'intelligence, on a besoin de gentillesse et de douceur. Sans ces qualités, la vie perd son sens. » Merci. Merci beaucoup Mohamed pour cette introduction. En effet, c'est Mohamed qui m'a proposé d'intervenir et de vous partager mon témoignage ce soir. Donc merci pour cette invitation et merci pour cette présentation poétique qui en effet dit un petit peu de ce que, à mon sens, les hypersensibles peuvent apporter au monde du travail et à la société en général. Avant de vous parler de mon travail aujourd'hui et de l'hypersensibilité, j'aimerais vous raconter mon premier job, qui a été une expérience vraiment fondamentale, intense, mais vraiment importante pour moi. En fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'étais dans un cabinet de conseil, un petit cabinet de conseil. Je sortais d'une grande école, j'avais fait des études de sociologie. Jusque-là, tout va bien. Et passe le premier contrat, passe un deuxième contrat, CDD, CDI, période d'essai, super indicateur, j'ai des super résultats, vraiment tout se passe bien, j'adore ce métier, l'équipe est géniale. J'apprends énormément et vraiment je m'épanouis dans ce premier poste. Arrive un jour tout bête où je veux poser des congés. Bon, jusque-là tout va bien. Et pour cela, je demande à mon manager, bon ben voilà, j'aimerais partir en congé ce jour-là. Est-ce que c'est bon pour toi? Il me dit oui, bien sûr, préviens ton autre manager et tout va bien, tu pars en congé, c'est bon.
Donc j'envoie un mail, puis je rédige bien mon mail, voilà. Du coup, j'ai vu avec mon premier manager que je pouvais partir en congé ce jour-là. Du coup, bah voilà, je te préviens, je ne serai pas au bureau ce jour-là, je reviens le temps. J'envoie mon mail. Quelques heures après, mon premier manager me convoque plus ou moins, mais en tout cas m'appelle dans l'open space et me dit non mais Oriane, t'as vu ce mail là? Alors je commence à regarder le mail, je dis bah oui en effet c'est le mail où je préviens l'autre manager que je suis en congé la semaine prochaine. Et il me dit mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. En fait, tu dois pas toi-même décider si tu pars en congé, si tu fais ça, si tu fais ci. C'est pas à toi de décider des congés, de ci. Et là vraiment, intérieurement, je commence à paniquer, à rougir, à avoir chaud, à avoir peur, à avoir honte, à me sentir coupable. Enfin, à peu près tout ce qu'on peut ressentir, tout ça en même temps. Parce que je comprends qu'en fait, quand il avait dit préviens ton autre manager, c'était pas informe ton manager que tu seras en congé, c'est demande la permission à ce deuxième manager de partir en congé. C'est quelque chose d'extrêmement anodin que je vous raconte ici. Et en même temps, c'est vraiment ce jour-là que j'ai compris plus ou moins que j'étais ce qu'on appelle hypersensible. En tout cas, c'est un peu ce jour-là que mon corps s'est réveillé. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai totalement paniqué, que j'ai acquiescé, j'ai dit oui, d'accord, et que tout ce qui comptait pour moi à ce moment-là, c'était simplement d'aller m'isoler dans la pièce d'à côté et de fondre en larmes. C'était la première fois que ça m'arrivait de fondre en larmes comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Juste, j'étais submergée par une émotion, par plein de stimuli, par les bruits dans l'open space, par tout ce qui se passait autour de moi. Et c'était insoutenable pour moi à ce moment-là précis. Je me passe un coup d'eau sur le visage, je retourne dans l'open space. Mon manager me dit, bon, c'est bon, j'ai vu avec ton autre manager, il n'y a pas de problème pour que tu sois absente ce jour-là. Et la journée reprend son cours, tout va bien. Tout va bien, oui et non. En fait, ce premier job, j'ai dû le quitter, pas par choix, parce que un jour, ce même manager me dit bon, écoute, Oriane, voilà, il faut quand même qu'on te dise les choses. On ne fait pas rentrer les ronds dans les carrés. Vraiment, on ne peut pas te manager. On a vu que tu avais énormément de potentiel, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Tout est bon, la performance est là, ce que tu dis aux clients, c'est bien sur le fond, mais la forme, ça passe pas. Et je cherche à comprendre, etc., etc. Et au bout d'un deuxième entretien avec mon autre manager, cette personne me dit, en fait, pourquoi est-ce que tu pars? Parce que je ne sais pas manager la tristesse. Manager la tristesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce jour où j'avais dû m'isoler et aller pleurer, cette personne était partie du principe que j'étais triste, qu'elle ne savait pas quoi en faire, que ça n'avait pas sa place dans une entreprise et que du coup ça posait aussi problème dans la relation avec les clients, dans la relation avec les collègues, etc. C'est évidemment un petit point que je vous donne. L'hypersensibilité, c'est plus large que ça, et mon expérience dans cette entreprise est beaucoup plus large que simplement cette fois-là où j'ai pleuré. Mais ça a été pour moi le début d'une réflexion à la fois sur l'entreprise, le monde du travail, la manière dont on pouvait ou non exprimer ses émotions dans ce cadre-là, la manière dont on pouvait ou non être nous-mêmes, être authentique. Parce que la première réaction que j'ai eue quand j'ai dû négocier ma rupture conventionnelle et quitter ce premier job, j'avais un peu plus de 20 ans, c'était ma première expérience professionnelle, j'ai pris le fait que j'ai pleuré, j'ai mis en face le fait qu'on m'avait viré, qu'au milieu on ne pouvait pas me manager, et je me suis dit, ok, donc en fait, si je pleure, si j'exprime mes émotions, si je suis moi-même, y compris si mes émotions sont très intenses, je me ferai virer, donc je ne pourrai pas travailler.
C'est la conclusion à laquelle je suis arrivée au tout début de ma carrière professionnelle. Autant vous dire que quand j'ai commencé à penser à la retraite, j'étais pas très joyeuse. Je me permets aujourd'hui d'en rire parce que j'ai évidemment parcouru un certain chemin de connaissance et d'acceptation de cela depuis. Mais à l'époque, c'était une conclusion qui était assez difficile. Aujourd'hui, ce lien que j'ai fait entre j'ai des émotions très intenses, je perçois énormément de choses dans mon environnement, ça peut être les bruits, ça peut être les odeurs, ça peut être la chaleur, ça peut être une manière dont une personne va se comporter, ça peut être une incohérence aussi, même dans un fonctionnement organisationnel ou une incohérence entre ce qu'une personne peut dire et ce qu'elle peut véritablement faire. Tout ça, je l'avais vraiment cadenassé. J'avais considéré que ça ne rentrait pas dans la sphère professionnelle, que si je voulais travailler, que si je voulais être une bonne professionnelle, je devais le laisser de côté. Et en même temps, en creusant sur cette notion d'hypersensibilité, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était partagé par 20 à 30% selon les études, notamment de la psychologue et de la chercheuse en psychologie américaine Hélène Aron, et que donc 20 à 30% de la population avait ce qu'on appelait une surstimulation, une hyperexcitabilité, en gros ressentait tout d'une manière extrêmement forte, sans pouvoir parfois nécessairement filtrer les stimuli, ce qu'ils entendaient, ce qu'ils écoutaient, ce qu'ils ressentaient intérieurement. Et que cela pouvait être vécu comme une souffrance, comme un sentiment d'inadaptation au monde du travail, voire au monde en général. Aujourd'hui, je ne considère pas que l'hypersensibilité soit un handicap. En revanche, c'était important pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour montrer que l'hypersensibilité peut être une souffrance dans le monde du travail, dans le sens où elle est aujourd'hui peu connue, peu acceptée, et notamment des managers et des DRH qui font de leur mieux pour accueillir les personnes telles qu'elles sont, mais qui n'ont pas toujours les outils pour accueillir leur propre sensibilité et donc celle de leurs employés et des personnes dont ils sont responsables. Ce que je voulais également vous partager, c'est que la sensibilité, et notamment quand elle est hyper, trop, ultra, peu importe le mot qu'on met dessus, elle ne peut pas se contrôler. Je ne peux pas arrêter d'entendre le moindre bruit. Je ne peux pas arrêter de ressentir de manière très intense chaque sentiment, chaque subtilité qui traverse ma vie ou celle de la personne que j'ai en face de moi. Il n'y a pas de bouton off. C'est vraiment quelque chose qui est inhérent à mon fonctionnement et à celui de beaucoup d'autres personnes. Pour autant, aujourd'hui, dans le monde du travail tel qu'il est, tel que j'ai pu l'expérimenter et tel que peut-être d'autres l'ont vécu, on est majoritairement dans un monde du travail qui va, comme nous le partageait Mohamed dans sa poésie tout à l'heure, valoriser la performance, valoriser la rationalité, valoriser une forme de linéarité dans la manière d'être. Et du coup, mettre sous le tapis, laisser tomber, voire même avoir un regard plutôt négatif sur le fait de sentir les choses, sur le fait d'amener de la joie, de la vie et de savoir comment apprécier chaque moment, chaque subtilité, chaque chose que l'on peut vivre au sein d'une entreprise. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre de ce témoignage de l'incompréhension à la compétence professionnelle? C'est parce qu'aujourd'hui, l'hypersensibilité, c'est ce avec quoi je paye mes factures.
Autrement dit, là où il y a quelques années, je le vivais comme ce qui avait fait que j'avais été virée et que je ne pourrais plus travailler jusqu'à la retraite, c'est aujourd'hui quelque chose que les personnes avec lesquelles je travaille, les clients, les managers, les DRH, les individus vont venir spécifiquement rechercher. Parce qu'une personne hypersensible, elle a énormément de compétences, mais dont souvent elle ne se rend pas compte en fait, du potentiel et de la richesse que ça peut donner, que ça peut apporter. On va considérer la sensibilité souvent dans les domaines artistiques, considérer voilà, que quelqu'un qui crée, qui est un artiste, on le laisse exprimer le fait qu'il pleure tout le temps, le fait qu'il soit en colère, ça va lui donner de l'énergie pour danser, pour peindre, pour écrire. Mais en réalité, l'hypersensibilité, elle n'est pas réservée au domaine uniquement artistique. Quelqu'un qui est dans une relation d'accompagnement, d'aide, de thérapie, va avoir besoin d'avoir des capteurs émotionnels, sensoriels extrêmement aiguisés pour comprendre exactement ce que la personne sent, pouvoir se mettre à sa place, pouvoir trouver le bon mot, le bon ton, le bon silence pour lui permettre d'accoucher de ce qu'elle est en train de vivre, de réparer ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a eu du mal à vivre si c'était une blessure émotionnelle, psychique ou autre. À mon sens, et c'est aujourd'hui ce que je fais dans le coaching, dans l'accompagnement de personnes, notamment en transition professionnelle, parce que quand on se fait virer dès le début de sa carrière, on se pose aussi des questions du coup sur comment retrouver un job. Et c'était important pour moi de le transmettre à d'autres. Mais ce qui se passe aussi, c'est que avec ces capteurs, qu'ils soient émotionnels ou qu'ils soient sensoriels, c'est ce qui va me permettre de sentir vraiment où en est la personne et de l'aider à se dire oui d'accord, tu me dis que ça c'est ce que tu as envie de faire, mais si je le sens pas, je peux pas me permettre moi en tant qu'accompagnatrice de lui dire oui vas-y va faire cet entretien si c'est pas aligné, si c'est pas clair, si je ne ressens pas pleinement qu'elle est prête et partante pour avoir cette expérience professionnelle. C'est aussi quelque chose dont je me sers énormément dans la formation. Puisqu'aujourd'hui j'accompagne du coup des managers, des DRH à accueillir leurs émotions, à accueillir la diversité, à accueillir la sensibilité dans leur processus, dans leur culture d'entreprise, dans tout leur parcours d'évolution en interne. Et si je n'avais pas vécu cette expérience-là et si aujourd'hui je ne revendiquais pas pleinement d'être hypersensible, je pense que les formations que je donnerais auraient beaucoup moins d'impact et de durabilité dans l'évolution de l'entreprise. Et ma conviction aujourd'hui, elle est un peu systémique dans le sens de, c'est un grand mot pour dire qu'elle peut se lire à plusieurs échelles. Elle peut se lire d'abord à l'échelle individuelle. S'il y a 30% de personnes dans la société qui se sentent en décalage, qui se sentent inadaptées au monde du travail tel qu'il est aujourd'hui et qu'elles continuent de se mettre dans une carapace, de se blinder derrière une armure pour se conformer, pour essayer de rentrer dans les cases, on n'arrivera jamais à faire évoluer le monde du travail vers quelque chose de plus inclusif. Donc déjà, ce que j'aimerais partager aux personnes qui peuvent se retrouver dans ce que j'ai partagé ou qui peuvent se retrouver dans cette aptitude, cette capacité à tout ressentir à la fois extérieurement et intérieurement, c'est de le revendiquer, c'est d'oser en parler. C'est d'oser aussi comprendre quel est véritablement leur mode d'emploi, quels sont véritablement les besoins qu'ils ont. Savoir en parler à leur DRH, savoir en parler à leur manager, oser dire non quand ils sont en entretien, que la personne qu'ils ont en face d'eux diront non s'ils demandent à faire du télétravail parce que l'open space et les lumières vives de l'open space, ils ne le supportent pas. Oser dire non si le manager commence à lui dire oui d'accord, tu peux faire ça, arrive à 7h demain, et que finalement il lui demande d'arriver beaucoup plus tôt, il n'est pas cohérent dans ce qu'il fait, etc., etc. La deuxième échelle, où à mon sens on devrait également avoir une action, c'est évidemment celle de l'entreprise, de l'organisation.
Et donc c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail auprès des managers et des DRH, c'est de se dire que l'hypersensibilité, si elle est un atout, une fois qu'elle est acceptée, une fois qu'elle est comprise pour les individus, elle l'est également pour les entreprises. Et c'est fondamental que chaque DRH, chaque manager, chaque personne qui ait vraiment un lien avec des humains en face d'eux puisse connecter à ce qui est vivant en lui, puisse connecter à sa propre sensibilité pour pouvoir l'accompagner chez les autres. Sinon, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde du travail, l'augmentation des burn-out, voire des tentatives de suicide, des process qui sont inadaptés, des gens qui n'en peuvent plus, qui sont épuisés, qui n'ont plus de sens et qui ne vont travailler que pour payer leurs factures, alors que travailler, on le fait quand même une très très grande partie de notre vie et qu'on peut s'en servir pour œuvrer, pour faire quelque chose d'un peu plus grand. Et encore une fois, chacun trouvera ce que ça veut dire pour lui, œuvrer dans son travail. Et la dernière échelle que j'aimerais adresser, c'est une échelle plus sociétale. À mon sens, aujourd'hui, on est chacun, chacune, et en tant que système coupé de notre sensibilité, coupé de ce qui est vivant en nous. Et en fait, la sensibilité, le rapport au sensible pourrait, et là vraiment c'est une conviction que j'ai, c'est pas du tout quelque chose qui, c'est vraiment une opinion, une hypothèse, un regard qui est le mien que je vous propose. Mais je suis profondément convaincue qu'on résoudrait de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace les questions d'inclusivité dans notre société, de ramener de l'humanité, de réduire les inégalités, de augmenter la santé, améliorer la santé mentale aussi des personnes, et y compris faire évoluer notre rapport aux vivants, à la nature, aux animaux, en réinterrogeant quel est notre rapport à la sensibilité. Voilà un peu en vrac ce que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, des remarques, oui, dites-moi. Ce que j'ai pu constater dans notre monde de travail, parce que j'ai déjà 10 ans d'expérience à peu près, c'est que l'hypersensibilité est plutôt perçue comme une faiblesse en fait. Et ça c'est très embêtant et discriminant, je dirais même. Et c'est vrai que c'est une bonne chose de travailler vraiment, de renverser ça à ça et de travailler sur l'hypersensibilité comme de la force, parce que l'humanité c'est de la force en fait. Donc voilà. Et moi, j'ai une petite question là-dessus, c'est comment est-ce qu'on diagnostique l'hypersensibilité et comment est-ce qu'on travaille, quelles sont vos méthodes de travail en fait, brièvement, si vous pouvez nous expliquer. Ok, bien sûr. Merci beaucoup. Déjà, bon, je ne peux qu'abonder en votre sens. L'hypersensibilité et la sensibilité est une richesse juste gigantesque d'humanité, d'empathie, de confiance, de présence, de sens. Bref, je pourrais faire une liste assez gigantesque de tous les avantages que j'estime aujourd'hui avoir à être hypersensible et ce que ça peut apporter dans le monde du travail. Donc merci beaucoup. En termes de diagnostic, je vous conseillerais d'en parler avec un thérapeute, psychologue, qui peut poser un diagnostic, qui peut poser des mots sur voilà, les émotions, les ressentis. Moi, c'est un travail que j'ai fait du coup juste après la fin de mon contrat. Et déjà, voilà, avoir c'est pas un tampon, mais dire, bon, bah, ok, t'es pas folle, t'es pas inadaptée en soi. Il y a juste voilà, ce travail qui peut être fait sur comment accueillir pleinement ta sensibilité. Donc ça peut être avec un thérapeute, ça peut être aussi avec des coachs, des accompagnants qui sont spécialisés sur ces thématiques. Et après, en termes de méthode, énormément, je dirais déjà, de connaissance de soi.
moi, une des choses sur lesquelles je travaille en priorité, c'est en fait de quoi on a fondamentalement besoin en tant qu'hypersensible. Et chacune ne va pas nécessairement avoir les mêmes besoins. Certains vont vraiment être extrêmement sensibles au bruit et donc travailler en fait en open space toute la journée, ça va juste être intenable. Et donc là, ça va vraiment être de l'accepter, de ne pas le considérer comme une faiblesse, de pouvoir en parler à son DRH, à son manager, à son responsable de bureau ou autre, pour pouvoir vraiment adapter son environnement. D'autres besoins, ça peut aussi être plus d'autonomie dans la manière d'aménager ses tâches. Ça peut aussi être une grande place qui est liée, qui est faite dans la culture d'entreprise, à l'authenticité, à la transparence, à l'expression des émotions. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui reconnaissent la valeur de la sensibilité et des émotions, qui en font un des piliers de leur culture d'entreprise. Et du coup, c'est fondamental qu'une personne hypersensible, quand elle est en transition, quand elle va faire un entretien d'embauche, puisse vérifier, puisse en parler et surtout ne renonce pas, considère bien que c'est un besoin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est aussi important que de respirer, que de manger, que de dormir, que de pouvoir exprimer ses émotions, que de pouvoir bouger librement, que d'avoir des temps très calmes pour elle, y compris si 5 minutes avant, elle était en pleine forme et qu'elle faisait tout le tour du bureau en chantant et en dansant. Voilà. Et après, tout un travail sur les émotions, un travail de connaissance de soi, de relecture de son histoire aussi. Se rendre compte que, en fait, c'était pas une faiblesse, mais c'était bien un talent et qu'on peut continuer à s'en servir dans d'autres univers que celui qu'on a précédemment connu et qu'on peut le transposer du coup à d'autres métiers. Voilà. En tout cas, Oriane, on vous remercie. Merci de beaucoup. faire d'inconvénients des avantages pour les travailleurs handicapés, mais pas que, hein, de faire d'inconvénients un avantage et de permettre leur épanouissement professionnel et donc personnel. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous allons accueillir maintenant Anthony Martins-Misset, je ne sais pas si je prononce bien, entrepreneur de l'année HUP 2020, avec un titre très inspirant, mais comment tu fais? Moi j'aime beaucoup, pendant que Martin s'installe, Anthony s'installe, moi je voudrais juste parler, donc moi je travaille à la DGAC, et c'est vrai que les collègues, on commence à avoir une affinité avec eux, et certains commencent à développer une certaine empathie envers leurs collègues travailleurs handicapés. Et du coup, souvent la question, mais comment tu fais? Mais tu as de la kiné, comment tu fais? Mais tu as des soins, comment tu fais? Donc, Anthony, nous vous écoutons. Bonsoir. Et puis il y a le bouton juste en dessous. Voilà. Non, je fais vraiment pas semblant. Donc vous l'avez remarqué, je suis malentendant. Non. Je suis venu avec Népia, mon chien guide. Et avant de venir, on s'est posé la question de qui de nous deux allait prendre la parole. Et je lui ai dit, repose-toi, tu es un chien de travail. Je vais gérer. J'avais préparé tout un speech pour tout vous dire. Et quand j'entends les deux témoignages, parce que j'ai pas pu arriver avant, je suis pas quelqu'un de très ponctuel, en fait je vais pas suivre du tout ce que j'ai écrit. Parce que je suis moi-même quelqu'un d'hypersensible. Et je pense que c'est ça qui a fait la force, l'énergie dans laquelle je suis allé puiser pour aujourd'hui devenir l'homme que j'essaye
de devenir, de rester, et l'homme que j'essaye de faire grandir. Tout ça me ramène à une notion que je combats, qui est celle du capacitisme. Et la notion de capacitisme, c'est la propension qu'ont les gens à préjuger de ce dont on est capable ou incapable de faire. Et cette notion-là, elle a marqué, je crois, toute notre histoire. Elle a marqué l'histoire, celle du racisme, celle où on disait que les Noirs n'étaient que bons pour les basses besognes et les maîtres esclavagistes pour profiter. Que les femmes et les hommes ne sont pas égales et que cela justifie cette idée immonde que les femmes doivent être moins payées que les hommes, ou cette idée abjecte qu'une personne en situation de handicap ne peut pas être une personne, que l'on désigne d'ailleurs systématiquement par personne handicapée, comme si elle avait une étiquette sur le front, qu'elle arborait honteusement. Et moi, tout cela, je le combats. Je le combats et je dis arrêtons de travailler sur les symptômes et travaillons sur la cause. On n'a pas à s'excuser d'être un noir, d'être d'origine étrangère, de culture, de religion différente. On n'a pas à s'excuser d'être une femme, on n'a pas à s'excuser d'être en situation de handicap. Le capacitisme, c'est cette notion qui mélange les genres entre capacité et compétence. Et je crois que c'est là où il faut essayer de comprendre ce qu'il y a entre capacité et compétence. Compétence, c'est ce que je peux acquérir à travers l'école, l'éducation, la formation, l'expérience professionnelle. Et la capacité, ce sont mes ressources. Et si je prends le cas d'Oriane, vous me permettrez de vous utiliser pour servir mon propos, résoudre la quadrature du cercle. À ce moment-là, le manager d'Oriane, lorsqu'il lui dit c'est difficile de gérer la tristesse, et alors ce n'étaient pas les mots qui étaient les vôtres, mais néanmoins, ce n'est pas Oriane à ce moment-là qui n'est pas capable, c'est le manager qui n'est pas capable de gérer la projection de ses craintes, de ses peurs, et qui a peur finalement que la tristesse d'Oriane soit contagieuse. Et je trouve que notre société souffre fondamentalement de cela. La peur de l'autre, c'est la peur de soi. Alors, si je vous parle un petit peu de qui je suis, sans aller à vous dresser mon CV, qui n'intéressera guère personne, je suis Anthony, Martin Smith, hein, vous ne me la refaites pas. Je suis aujourd'hui chef d'entreprise, au pluriel. Et alors, quand je dis je suis, c'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais. Néanmoins, ce que je fais traduit quelque part ce que je suis. Je suis quelqu'un de déterminé, puis je suis quelqu'un qui déteste attendre. Et l'emploi, pour moi, n'était pas une option. Ce n'était pas une option parce que, déjà, quand on est déficient visuel, c'est difficile de trouver un poste qui nous soit ouvert, qui nous soit adapté. Mais c'est d'autant plus difficile quand on est en situation de handicap. 20% des personnes en situation de handicap sont au chômage. 75% des personnes déficientes visuelles sont au chômage. Et l'entrepreneuriat, si pour moi c'est un choix, eh bien pour d'autres, c'est un choix par dépit. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'anormal, anormal dans notre pays. Quelque part, avec les aides sociales, on soutient, et c'est normal que nous le fassions, le handicap, les personnes en situation qui subissent le handicap tous les jours. Et en même temps, comment fait-on pour les aider à accéder à l'emploi ?
Enfin, le handicap, il y a une considération, en tout cas dans mon rôle d'employeur, que je ne perçois pas. Vous savez, à la fin du mois, quand tout le monde vient me voir pour que je paye leur salaire, là, je suis plus handicapé. Donc, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que à travers toutes les choses que je peux faire, être chef d'entreprise, oui, parce que j'en étais là aussi. Vous voyez, Oriane, vous avez foutu le bordel dans mon discours. J'en étais où? Non, du coup, je suis entrepreneur. J'ai été athlète de haut niveau en équipe de France paralympique. Le sport m'a sauvé. Le sport m'a sauvé dans la gestion de mon handicap, la gestion de ce que j'allais vivre socialement parlant. Je suis allé jusqu'au championnat du monde. Et puis après, j'ai travaillé en fédération internationale. Je suis revenu à mes premiers amours, qui étaient l'audiovisuel, la communication. Je suis physicien de formation. En fait, tout ça, je vous le dis pourquoi. Parce qu'en fait, je suis fan de science, j'étais fan de science, et maintenant, je travaille dans le marketing. Donc, en fait, la notion de compétence, oui, on l'acquiert, mais moi, ce dont j'ai le plus, c'est la capacité. Et enfin, je terminerai juste sur quelque chose qui est de se méfier des gens qui disent qu'ils vont faire, braver de bonnes intentions. Ces gens qui feraient bien d'abord de faire, puis de dire. Et ces gens qui disent « on va essayer ». Entendez lorsqu'ils disent cela, et rappelez-vous qu'essayer, c'est admettre l'échec. Et dans mon univers, dans ma vie, pour ma part, l'échec n'est pas une option. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire court si vous voulez poser une question. Pour votre parcours très riche et de l'avoir partagé avec nous. Bon, alors on va accueillir notre dernière intervenante. Travailler en équipe avec un handicap au sein d'une PME, d'une petite entreprise. Accueillons Karine Ders, qui est chocolatière. Bonjour Karine. Bonsoir. Merci de me recevoir. Donc je m'appelle Karine, je suis chocolatière. Ma chocolaterie est installée pas très loin d'ici, rue Raymond-Losserand. Et on n'est pas très nombreux, on est 7. Ça fait 6 ans que j'ai créé cette entreprise. Au début, j'étais toute seule. Et j'ai eu très tôt une première expérience avec une personne en situation de handicap. Et ça fait très bien écho avec le témoignage d'Alexandra. En fait, je démarrais toute seule, j'avais besoin d'aide évidemment, et puis un ancien collègue de mon mari le contacte en lui disant « J'ai vu que ta femme était chocolatière, ma fille rêve d'être chocolatière, elle est en train de passer son CAP, elle a besoin de faire un stage, est-ce que ta femme peut la prendre en stage ?» Donc je me dis « Parfait, génial, je vais prendre cette jeune fille, en plus c'est une personne de confiance. » Voilà, c'est une relation, etc. Je la rencontre, je la trouve extrêmement timide. Je me dis, tiens, c'est marrant, elle a peur de son ombre. Mais bon, elle est gentille, elle a l'air d'avoir vraiment envie, elle est passionnée, on y va. Donc elle commence son stage et puis je me rends compte que c'était à peu près à la période de Noël, donc c'est une période extrêmement chargée pour moi. Il faut y aller, on a la pression, puis on n'était que toutes les deux pour assumer vraiment énormément de travail. Donc j'étais pressée, un peu stressée aussi, c'était ma toute première année. Et cette jeune fille, bon, elle travaillait bien, elle travaillait avec soin, mais je me rendais compte, certains jours, quelque chose qu'elle savait très bien faire, 2 jours après, elle ne le faisait plus très bien. Ou bien, elle était extrêmement lente pour tout faire. Et un jour, j'ai commencé à vraiment
bouillonnait. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais pas bien? Donc j'essaye de bien lui expliquer, écoute, voilà, là on a vraiment énormément de travail, il faut qu'on arrive à faire tout ça aujourd'hui. Enfin, donc je lui liste bien toutes les tâches, donc j'aimerais bien que tu fasses cette tâche-là là, que tu vas faire maintenant, vraiment le plus rapidement possible. Maintenant, ça fait 2 mois que tu es là et que tu le fais, donc tu as dû bien savoir. Et puis elle repart tranquilloute et elle va faire son truc, pas plus rapidement que ça. Et j'ai cru que j'allais vraiment exploser, j'étais comme une cocotte minute. Et à ce moment-là, il y a sa prof principale qui m'appelle pour faire le point, qui me demande comment ça se passe. Et je lui dis, bah, écoutez, en fait, je ne sais plus quoi faire. J'ai pas l'impression qu'elle se fiche de moi, et pourtant, c'est vraiment comme ça que je me sens. Elle me dit, mais est-ce que vous êtes au courant qu'elle a un handicap, cette jeune fille? Je dis, pardon? Et oui, en fait, elle a une dysphasie. C'est-à-dire qu'elle peut oublier, elle peut avoir des pertes de mémoire à moyen terme, elle n'a pas la notion du temps, et je ne sais plus quoi d'autre. Et en fait, au moment où cette prof m'a dit ça, la cocotte minute est complètement retombée en pression, et j'ai compris ce qui se passait. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait beaucoup plus attention à la façon dont je manageais cette jeune fille. C'est-à-dire que quand je lui redonnais une tâche à faire, c'est pas parce que je lui avais expliqué la veille que je lui réexpliquais pas ce jour-là, ou bien je pouvais lui donner des photos ou lui donner des checklists pour être sûr qu'elle oublie rien. Par rapport à la gestion du temps, je lui mettais une horloge sous le nez en lui disant voilà, normalement cette tâche-là, tu dois pouvoir la faire en 1 minute par morceau. Donc vérifie bien et puis essaye de faire. Alors là en ce moment tu fais 2 minutes par. Essaye de passer à 1 minute 30 petit à petit et à baisser. Et à partir de ce moment-là, alors je ne sais pas si elle allait beaucoup plus vite, mais en tout cas moi personnellement j'ai beaucoup mieux vécu notre façon de travailler ensemble. Et mes attentes vis-à-vis d'elle ont changé aussi et se sont adaptées. Enfin, voilà, du coup, je savais ce que je pouvais lui confier et ce qu'il fallait mieux que je garde si c'était trop sensible ou s'il fallait aller trop vite, par exemple. Voilà, ma conclusion, c'était que vraiment, le vrai problème avec cette jeune fille, c'est qu'elle ne voulait pas en parler et qu'elle ne voulait pas l'assumer. J'ai essayé d'en discuter un petit peu avec elle, de lui dire, bah, écoute, tu sais que tu as un sujet avec la notion du temps, mais peut-être que tu peux apprendre à le travailler en te mettant des minuteurs, en te mettant des petites choses qui peuvent t'aider. Mais visiblement, elle n'était pas du tout intéressée pour travailler là-dessus. Bon, je ne sais pas, j'ai pas de ses nouvelles, c'était il y a 5 ans, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. En tout cas, ça ne m'a pas du tout empêché de continuer de travailler avec des personnes en situation de handicap. Mais maintenant, quand c'est le cas, je suis prévenue à l'avance et ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Je peux raconter d'autres anecdotes aussi, mais c'était vraiment la plus importante que j'avais envie de partager. J'avais une question concernant du coup la gestion d'équipe. Donc là, vous nous avez parlé de comment vous, en tant que manager, vous interagissiez, mais comment ça se passe au niveau de l'équipe et comment vous vous animez en fait du coup le fait qu'il y ait une personne en situation de handicap au sein de l'entreprise? En fait, alors j'ai la chance d'avoir une équipe de personnes qui sont toutes extrêmement bienveillantes, extrêmement... Enfin, il y en a plusieurs qui considèrent que tout le monde est pareil et a toutes ses chances. Notamment mon chef de production est comme ça. Donc tout le monde est toujours accueilli avec douceur. On voit comment ça se passe. Et puis, s'il y a un geste ou une tâche qui n'est pas très facile, on va plutôt en fait chercher la tâche que la personne va le mieux faire, avec laquelle elle est le mieux à l'aise. Et il y aura forcément quelqu'un d'autre qui sera à l'aise avec les autres tâches. Donc c'est un peu comme ça en tout cas, il n'y a jamais aucune tâche qu'on n'arrive pas à faire parce que personne ne sait la faire. Et par contre,
j'aime bien plutôt travailler par rapport aux talents. Donc on va se baser sur les talents de chacun. Et tout le monde en a. Et donc on va adapter les tâches en fonction des talents de chacun. Et voilà, même avec une toute petite entreprise, on arrive à tout balayer comme ça. Et après, c'est ça que je transmets moi. Donc maintenant, j'ai un responsable de fabrication et une responsable de vente. C'est ça que je leur transmets et ça redescend, en fait. Merci. Nous avons un invité de dernière minute, apparemment, Monsieur Bouéchou. Si vous voulez venir, nous vous accueillons. Bonsoir. Merci de votre invitation. Donc, moi, j'interviens, je ne suis pas porteur de handicap reconnu. Enfin, j'ai en même temps une histoire qui a un lien avec le handicap, si je puis dire, à cause du handicap de mon père qui est né avec une hémiplégie congénitale dans un milieu rural savoyard assez pauvre. Et enfin, ça fait un peu écho à ce qu'on disait sur le travail. Son père était catastrophé parce que ce petit ne pouvait pas travailler dans les champs, quoi. Et du coup, les gens de la famille un peu plus instruits ont dit, il n'y a qu'une solution, il faut lui faire des études. Et du coup, dans sa famille, c'est celui qui a fait le plus d'études parce qu'il ne pouvait pas travailler dans les champs, quoi. Et donc il est devenu ingénieur géologue, il a eu une carrière assez riche. Mais je pense que s'il n'avait pas été incapable de travailler dans les champs, enfin, il n'aurait pas eu la même carrière et moi, je n'aurais peut-être pas le même destin non plus. Donc voilà, c'est mon lien. Et autre chose que je trouve frappant à distance, il a un handicap visible puisqu'il a un bras dont il ne peut pas se servir. Il marchait sans canne, mais il boitait, quoi. Et en fait, moi, enfant, je ne voyais pas ce handicap. Je pense que j'ai commencé à le voir vraiment très... Enfin, j'avais, je sais pas, 18 ans, 19 ans, quoi. Parce qu'il faisait tout, enfin, apparemment, à peu près normalement, quoi. J'étais habitué, j'ai réalisé son handicap. Enfin, il faisait tout pour que ça soit le moins visible possible. Et ce que j'ai trouvé, merci pour les témoignages extrêmement touchants, qui illustrent bien, enfin c'est des choses très connues, mais je trouve que là qui était vraiment illustré de façon impressionnante, la façon dont le handicap est relatif, notamment là où c'est peut-être le plus frappant, c'est cette notion d'hypersensibilité. Donc manifestement dans certains milieux c'est considéré comme une faiblesse inacceptable, mais on pourrait, dans d'autres milieux, au contraire, on peut considérer que ça constitue un avantage, enfin on peut en faire un avantage. Mais on pourrait considérer à l'inverse que la façon quand même très brutale, enfin agressive dont vous avez été traité, dans les remarques qui vous ont été faites, on pourrait considérer que ça traduit aussi, alors là, un défaut de sensibilité qui dans certains qu'on pourrait considérer aussi comme une faiblesse inacceptable. Donc c'est ce côté relatif du handicap, c'est une idée très connue, mais je pense que c'est intéressant de voir que selon le contexte, finalement, ça peut entraîner des limites ou au contraire, ça peut être une occasion favorable. Enfin, ça peut être l'occasion ça peut être une force, quoi. J'avais une autre idée, mais que j'ai perdue. Voilà, peut-être le dernier point. Moi, j'interviens, je suis psychiatre et universitaire et je m'occupe effectivement de l'accompagnement dans l'emploi des personnes avec un handicap psychique. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la pratique valorisée, qui effectivement s'avère quand même dans beaucoup de cas utile, c'est le coaching. C'est le soutien par le coaching en entreprise auprès de ces personnes, plutôt que des pratiques de remise, enfin, comment dire, de préparation, de remise à niveau. C'est plus l'adaptation in situ, en situation, en tenant compte justement de la singularité de chaque personne.
Et ça, effectivement, c'est une pratique qui commence à se développer en France, qui est enfin financée, et les résultats sont assez convaincants, avec c'est les mêmes résultats qu'on trouve dans les études internationales, avec des taux d'accès à l'emploi qui sont 2 à 3 fois supérieurs comparativement aux pratiques traditionnelles, et des taux de maintien qui sont satisfaisants, qui sont vraiment assez bons. Oui, j'ai retrouvé l'idée qui était en train de m'échapper. L'autre chose qui m'a frappé dans les témoignages qui ont été présentés, c'est qu'au fond, cette notion de handicap, elle rend sensible le fait qu'une idée qui en fait vaut pour tout le monde, c'est qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Il y a des domaines où on est très bon et des domaines où on est moins bon. Et alors bien sûr, dans le cas du handicap, par définition, il y a un domaine où il peut y avoir une déficience incontestable, mais corrélativement, dans d'autres domaines peuvent être au contraire des ressources. Mais au fond, il y a un certain nombre de penseurs qui défendent l'idée. Ça vient de Pascal qui a dit ça, qu'on pouvait pas être. Il y avait des ordres de grandeur qui étaient incommensurables et qu'on pouvait pas, qu'on était à des niveaux différents dans ces différents ordres de grandeur. Et ça, au fond, ça concerne tout le monde. Enfin, il y a cette idée qu'on ne peut pas être excellent dans tous les domaines. Et c'est vrai que le monde du travail a tendance à réduire, à normer et au fond à ne considérer la valeur et les ressources d'une personne que dans certains domaines, en négligeant d'autres. Et donc là, ce que vous avez illustré, c'est que c'est extrêmement dommage et puis que c'est une espèce d'aveuglement à certaines dimensions. Alors, le handicap le rend visible, mais je pense que ça concerne en réalité tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Vous avez évoqué beaucoup de choses. Tout d'abord, les handicaps, tout ce qui est psychologie cognitive. Oui, parce que c'est vrai que le handicap physique, on commence à rentrer dans les mœurs. Enfin, bon, c'est le plan quel type de handicap aussi. D'autres sens aussi. Si je prends l'exemple de la DGAC, je n'ai pas d'exemple, par exemple, de personnes sourdes, j'entends malentendantes sévères ou sourdes. J'en ai pas d'exemple. Il y a des personnes malvoyantes, des personnes qui ont un handicap physique au fauteuil roulant, et un handicap psychique, à ma connaissance, il n'y en a pas non plus, donc cognitif non plus. Vous avez évoqué aussi l'éducation, les études. C'est important ça, parce qu'on est tous confrontés, alors là je généralise, je ne parle pas de moi spécialement, on est tous confrontés à un moment où on passe le bac, ou pas d'ailleurs, mais on se dit, bon, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Bon, courir le 100 mètres, c'est pas possible, travailler dans le BTP, enfin je veux dire, c'est pas possible non plus, donc il va falloir développer quelque chose de plus mental, on va dire. Et donc effectivement, y a des gens qui font autour de moi dans mon association. Tout à l'heure, on a vu Anne-Lise qui est chercheuse en philo. On a aussi un docteur en physique, en astrophysique d'ailleurs. Voilà, on a des gens qui essayent de compenser leur handicap par une évolution professionnelle importante. Voilà. En tout cas, merci pour votre témoignage. Avant de conclure et de passer aux habituels remerciements, je vous propose, comme tous les intervenants sont encore dans la salle, de faire un petit échange, si vous voulez, 10 minutes par exemple, s'il y a des questions à poser. Non. Parlez pas tous en même temps. Oui. En fait, j'aimerais vraiment célébrer ces témoignages que je trouve extrêmement qualitatifs. Donc vraiment, merci infiniment à vous, les organisateurs et aux témoins. Et j'aimerais poser cette question aux personnes qui ont témoigné. Qu'est-ce que le fait de témoigner comme ça, publiquement, crée en vous ?
Qu'est-ce que ça vous fait de témoigner publiquement de ce parcours ? Du coup, moi, pour le coup, comment je me sens, qu'est-ce que ça a créé en moi ? En fait, beaucoup d'humanité, quoi. Je me dis, en fait, finalement, oser parler de ce qui est parfois difficile, de ce qui est parfois tabou, de ce qui est considéré comme une faiblesse, de ce qui est caché, en fait, le mettre dans la lumière, ça permet à d'autres de dire qu'eux aussi, ils sont concernés, ou qu'en tout cas, ça leur parle. Et j'ai vraiment été touchée par chacun des témoignages. Je trouve que ça a été très complet aussi, en fait, d'avoir à la fois les retours d'une manager, les retours d'entrepreneurs, d'un salarié ou autre. Et donc, ça me donne un peu d'espoir pour l'évolution du monde du travail. Donc, je suis plutôt heureuse. Mais je serais ravie de connaître aussi l'avis des autres intervenants. Pour ma part, je crois que parler, c'est ce pourquoi nous sommes faits, c'est ce qui nous distingue des animaux. Donc, plus on en parle, plus on informe. Et il y a une telle pluralité dans chaque handicap. Les handicaps invisibles, c'est le dernier courant de handicap que l'on commence à inculquer dans les missions handicap au niveau des entreprises, qu'on a ignoré pendant très longtemps. Le handicap sensoriel, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur parce que c'est un enfermement sur soi, c'est un enclavement social et forcément un enclavement professionnel. Donc, le fait de parler et de ne plus rattacher le handicap au seul symbole du fauteuil roulant que l'on a connu pendant des années, permet de venir nourrir une intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle se construit au fur et à mesure des discussions, des échanges, et je crois que ça nous enrichit chacun. Moi, en tout cas, la leçon que je retire de cette participation ce soir, c'est que déjà j'étais venu avec une idée préconçue du discours que j'allais faire, et puis finalement j'ai fait tout autre chose. Parce qu'il y a des rencontres, il y a des gens qui vous marquent, il y a des choses qui sont dites et qui vous font voir les choses différemment. Et donc, en tout cas pour ma part, ce que j'aime, c'est que rien n'est figé, que tout est possible, et que le handicap est une source d'inspiration comme toute autre différence. Enfin, je dirais qu'on est handicapé un jour ou on est handicapé tous les jours. Alors moi, je dois vous avouer que quand Patricia m'a demandé de témoigner, je me suis un peu demandé ce que j'allais dire. Est-ce que j'ai vraiment ma place ici ? Et puis elle me disait, mais si vous accueillez des personnes en situation de handicap, vous avez tout à fait votre place. Et effectivement, en écoutant Alexandra, par exemple, ça a vraiment fait écho à mon expérience. Toute la partie aussi sur l'hypersensibilité, c'était très intéressant pour moi, parce que je ne le voyais pas forcément comme un handicap. Ça n'en est pas forcément un d'ailleurs. En tout cas, par contre, vous pouvez être traité peut-être par certains comme si. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant à écouter. Donc, merci. J'ai pas témoigné, mais je vais répondre à la question de Solène, que je trouve très pertinente. Pourquoi, qu'est-ce que ça vous a fait de parler pour ma courte présentation? Ça m'a permis un peu de sortir de ma bulle, déjà, d'une. Et ça a permis d'entrevoir un autre chemin
possible, un ailleurs qui se dessine. Voilà. Et ça me rend plus digne. Voilà. Ce que je réponds comme ça, qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, c'est un sentiment de dignité, parce que la parole, pour moi, est un privilège. Et voilà, je ne vais pas raconter mon enfance, c'est pas le cas. Mais voilà, il y a un sentiment de dignité retrouvée. Et c'est un exercice difficile, mais je voulais franchir le pas. Je voulais m'exprimer. Je voulais quand même dire ce que j'ai à dire. Et tu dis très bien, Solène, que l'inconnu se joue de nous quand on ne met pas les mots. C'est quand on met les mots, MOTS, sur les mots, ben c'est là qu'on se libère. Et on ne peut pas le faire autrement que par la parole. Il y a d'autres moyens pour le faire, l'art, tout ça, le dessin, la peinture, la musique, mais dire ce qu'on a sur le cœur, pour moi, c'est très libérateur. Voilà. Écoutez, on va passer au remerciement, bien sûr. Alors tout d'abord, merci Stéphanie et Patricia de tout avoir coordonné pour cette journée, parce que d'avoir coordonné tous nos... Parce que, comme vous l'avez vu dans l'après-midi et ainsi que ce soir, eh ben, les intervenants étaient quand même riches en diversité, riches en expérience. Donc merci beaucoup de nous apporter ça. Si je remonte à cran au-dessus de cette journée, je remercie Juliette si elle nous regarde pour coordonner le mois parisien du handicap et en particulier dans le 14e. Je remercie la mairie de Paris évidemment pour nous avoir mis les salles à disposition, les conseils de quartier pour certaines, pour la vélotypie je crois ou la traduction. Enfin bref, merci à tous et bien sûr aux intervenants, au public. Il y a vos différentes interventions. Oui. Ah oui, pardon. Oui, quand on parle de la vélotypie, oui, effectivement, il y a la GFIP aussi que je remercie. Voilà, enfin que je remercie, que nous remercions d'ailleurs. Que nous remercions. Voilà, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Oui, pour la retransmission vidéo, bien sûr. Nos personnes qui sont venues, nos traductrices qui sont venues signer la vélotypie qui, me semble-t-il, est dans, comment on appelle ça, enfin déplacé, qui n'est pas qui est en distanciel. Voilà, c'est un mot à la mode, ça, distanciel. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous. Et nous espérons avoir aussi un programme aussi riche l'année prochaine, du coup. Et compter sur les personnes sur les organisatrices et les organisateurs. Voilà, merci beaucoup. J'espère avoir rien oublié. Effectivement, alors j'avais marqué plein de choses et j'ai oublié chez moi. Et effectivement, on est le programme archéologie. Alors vas-y, Patricia vient de dire. Je sais que je l'ai imprimé, je l'ai laissé à la maison. Le 4e vendredi du mois parisien du handicap est consacré à l'archéologie du handicap et à la façon dont était appréhendé le handicap dans des civilisations précédentes. Et c'est particulièrement intéressant, donc si vous pouvez être là vendredi à 19h et vous inscrire auprès de l'adresse du MPH, bienvenue à vous tous. Et je vous renvoie vers la page, je crois que c'est sur la mairie du 14e, sur le mois parisien du handicap, car je sais qu'il y a cet événement et au moins 3 autres. Je crois qu'il y a du rugby, il doit y avoir du sport. J'ai une souffleuse pour l'archéologie du handicap, c'est Valérie Delattre qui va intervenir. Bon, eh bien, il me reste à vous remercier d'être venu jusqu'ici, d'avoir bravé la chaleur. Voilà.
Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne continuation, un bon courage à vous. Continuez à faire ce que vous faites, ce que nous faisons. Et je vous dis à l'année prochaine. Voilà.